Salut Samantha, Salut. je suis hyper contente de te recevoir dans cette interview Abrico. J'avais trouvé un petit peu le profil Insta de ta boîte complètement par Ok. hasard et j'avais bien aimé l'univers que tu avais créé. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu fais et nous expliquer en quoi consiste Minastorm? Ouais, Puisque du coup ta exactement. boîte s'appelle Minastorm. Alors en fait, moi j'ai créé avec donc mon associé Chloé une marque de lingerie qui s'appelle Minastorm, effectivement. Et en fait, l'idée de Minastorm, c'est de créer une marque de lingerie autour d'un modèle féminin qui soit différent des modèles habituels de la lingerie qui sont très séduction, sexy, plaire à quelqu'un et plus trop centré sur soi-même. Et Ouais, donc en fait, avec Minastorm, on a créé un modèle féminin pour les jeunes femmes. Donc, on a vraiment des clientes à partir de 10 ans, donc des toutes jeunes, jusqu'à 25-30, mais on a quand même pas mal de très jeunes ados. Et donc, on leur a créé un modèle auquel elles peuvent s'identifier et qui est plus inspirant, plus poétique et qui est sur des valeurs plus qui sont le rêve, l'ambition, mais plus du tout sur la séduction, quoi. Donc, on revient à la fonction un peu première du soutien-gorge qui est juste maintenir pour se ouais. sentir en confiance tous les jours et pas juste porter de la lingerie pour séduire. Ok, trop Voilà. chouette. En gros, c'est un Et- peu ça l'idée. Après, du coup, tu parlais de l'Instagram. Donc, Ouais, on a un univers qui est effectivement très particulier, qui est un peu atypique parce qu'on prend... en fait, on shoot tout le temps dans la nature avec des animaux ouais, sauvages. c'est ça Voilà. C'est ça qui m'avait qui interpellé, t'avait ouais. interpellé. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de faire vivre en fait, ce modèle plus inspirant qu'on a voulu créer, donc le personnage de Minastorm. Et donc, on le fait vivre à travers des aventures à chaque nouvelle collection. Donc là, par exemple, celle que tu as dû voir, c'était la collection Dragon. Ouais, Donc en fait, on a décidé que cette saison, Minastorm allait devenir une princesse dragon. Parce que le dragon, c'est une créature un peu mystique, chimérique, donc, qui est dans les airs. Donc c'est un peu la dimension des rêves. ouais. Et on s'est dit, bah, on va lui faire explorer cette dimension-là. Et donc, on a lancé une collection là-dessus avec des bébés dragons. Ah, c'est trop chouette. Mais d'où ça vous est venu l'idée de créer des univers fantastiques comme Ouais. ça? Ça vous est venu comment? Alors, faut remonter à l'origine de Minastorm, genre au tout début, au Mais tu moment peux du nous dire lancement. aussi comment est-ce que tu as eu l'idée, ouais. Comment j'ai eu l'idée, ouais. Alors en fait, c'est tout simple. C'était il y a maintenant 9 ans, c'était en 2009. J'ai accompagné ma petite sœur chercher ses premiers soutiens-gorge. Donc à l'époque, elle avait 13 ans, moi j'avais 18 ans. Et donc, elle ne portait pas encore de soutien-gorge et moi je voulais marquer le coup parce qu'elle en demandait. Donc je me suis dit, bah, ça peut être sympa de passer cette journée entre sœurs et trouver quelque chose de sympa, lui offrir un joli premier ensemble et pas juste un truc en lot qu'on peut trouver chez Carrefour. Et donc, on est partis toutes les deux faire cette journée shopping. Et moi, bah, j'avoue, bêtement, je l'ai emmenée chez Petit Bateau. Ok. Et là, elle m'a dit, tu te fous de moi. Concrètement, si je mets du Petit Bateau au collège, on voit mes sous-vêtements parce que je vais au vestiaire collectif Ouais. 2-3 fois par semaine. Et si je mets du Petit Bateau, on va me regarder comme un bébé. Donc, je ne peux pas du tout mettre ça. C'est l'image Voilà. enfantine de C'est Petit Bateau, l'image ouais. ultra enfantine de Petit Bateau. Et donc, du coup, j'ai dit, ok, pas de souci, où est-ce que tu veux aller? Et donc, elle m'a dit, bah, moi, j'aimerais bien aller chez Princesse Tam Tam. Donc, pas de souci, allons-y. Et une fois chez Princesse Tam Tam, en fait, tout était transparent. Tout avait des armatures, du rembourrage. Et là, elle trouvait des choses jolies, mais en fait, elle se voyait pas du tout dedans parce qu'elle me disait, bah là, transparent, je peux pas, j'oserais jamais. Avec du rembourrage, bah, on va me dire tu cherches à draguer les garçons. Et avec les armatures, bah, elle ne se sentait pas à l'aise dedans. Et donc, à partir de là, a commencé un calvaire absolu parce qu'en fait, on s'était fait toutes les marques de lingerie qui existaient de Paris, qui sont les mêmes aujourd'hui. Et en fait, on n'a absolument rien trouvé. Et donc, ça a fini en journée catastrophe parce qu'en fait, elle s'est sentie pas du tout adaptée, elle, à l'offre du marché, alors qu'en fait, Ouais. elle était face à un marché qui n'était pas adapté à la psychologie d'une ado, quoi. Et donc, de cette journée catastrophique et tempétueuse est né le Storm de Minastorm. Ouais. Et donc, en fait, l'idée de la marque, elle a commencé à ce moment-là. Et donc après, moi, pendant toutes mes études, j'ai travaillé sur cette idée. Et je me suis associée à la fin de mes études avec une amie de Dauphine, Chloé, Ok, pour trop chouette. monter l'aventure ensemble. Ok. Voilà. Et donc on a eu le Storm Donc on a eu le Storm et et le le Mina. Mina. Alors Mina, il y a plein de références perso qui m'ont amenée vers le Mina. Il faut savoir qu'au début, la marque s'appelait Eva Storm, du prénom de ma petite sœur. Mais Eva Storm avait une
une consonance un peu trop femme fatale, je Ok. trouvais. Et du coup, on a changé, on a cherché un prénom qui soit plus mignon et qui contraste vraiment en fait avec le Storm qui a quand même vachement de caractère, Ouais. et Mina qui est plus un prénom mignon qui vient calmer le jeu. Et donc en fait, il y avait déjà l'idée de créer un nom qui reflète un personnage. Donc le Mina c'est son prénom et Storm c'est un peu son nom de famille, quoi. Ouais. Donc c'est un peu comme Princesse Mononoke dans Miyazaki. Enfin, c'était un peu ça l'idée. Trop chouette. Voilà. Ok. Et toi, t'avais une passion pour un peu cet univers un peu fantastique déjà depuis Ouais. très très jeune, non? Ouais. Je pense que l'univers de Minastorm, en fait, je l'ai vraiment construit quand j'ai pris des cours chez The Family. Ok. Donc, en fait, moi, j'étais dans ma dernière année d'études, je crois. J'étais en apprentissage dans une boîte qui s'appelait Gatrimon à l'époque, et je faisais de la gestion de production. Et à côté de ça, tous les samedis, j'avais des cours d'identité de marque chez The Family. Et donc, en fait, j'avais déjà le projet bien avancé, et je savais que sur l'identité, j'étais pas encore, j'étais pas au point. Et en fait, leur premier conseil, ça a été il faut vraiment creuser dans vos références personnelles pour créer une marque qui vous ressemble. Parce qu'au moment de choisir, du coup, quand il faudra se dire ok, on choisit plutôt du bleu ou du noir, et ben en fait, c'est beaucoup plus clair parce que c'est vous qui choisissez, parce que c'est vos valeurs perso. Ouais. Et donc, cette vision-là, elle m'avait beaucoup marquée. Et du coup, on avait travaillé ensemble l'univers de Minastorm. Donc, j'étais allée piocher dans toutes mes références perso où il y a effectivement beaucoup de contes, beaucoup de bouquins de fantasy, beaucoup de fantastique, du Harry Potter, du Podan. Enfin voilà, il y avait pas mal de choses comme ça, du Miyazaki énormément. Et puis finalement, on a abouti à cet univers global qui est Minastorm, donc une princesse un peu guerrière, aventurière, qui évolue dans un environnement naturel Ouais. et qui va au bout de ses rêves. Et donc, en fait, je me suis vite rendu compte que si on gardait cet univers-là tel qu'il était sur chaque shooting, ça devenait un peu répétitif au niveau des collections. Ouais. Et donc, en fait, on a décidé, mais ça s'est un peu fait sur le tas, que chaque collection aurait plutôt un thème. Donc, on est toujours sur les mêmes valeurs, on est dans la nature, on est sur des accessoires qui peuvent avoir été créés par une main humaine, on va dire, et pas par des machines. Mais à chaque fois, c'est sur un thème particulier. Ouais. Voilà. Et c'est génial parce que en le voyant, je pense que je l'avais compris, Ouais. mais j'avais pas les mots, Ouais. j'avais juste l'image. Enfin, l'histoire est trop chouette, tu vois, je trouve, tu le défends trop bien. Cool. Et du coup, là, tu décris un univers hyper particulier, mais et tu me disais que tu avais commencé avec les ados. Ouais. Et aujourd'hui, Alors tout le justement, monde. en fait, au début, on était vraiment ados, donc les Ouais. collégiennes. Donc on s'est vraiment lancé sur ça. D'ailleurs, c'était écrit absolument partout, Minastorm, première marque de lingerie ado. Donc c'était top et ça nous a vraiment permis de nous lancer. Et en fait, au fur et à mesure, quand on regardait l'âge des clientes, quand on les appelait après, on s'est rendu compte que de plus en plus, il y avait… la petite avait commandé, puis il y avait la grande sœur, puis la maman, puis il y a eu une influenceuse qui a commandé. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on avait à peu près 40% de nos clientes qui avaient en fait plus de 18 ans, quoi. Ouais. Et donc aujourd'hui, c'est une partie qui grandit beaucoup chez Minastorm. La partie ado, elle est toujours là, elle est toujours hyper forte parce que c'est aussi là où on a une énorme valeur ajoutée vu qu'elles n'ont absolument rien pour elles sur le marché. Bien sûr. Mais sur en fait toute la partie des, on va dire, plus de 16-18 ans, en fait, il y a une énorme tendance qui est le retour au confort et au bien-être. Donc on le voit avec pas mal de filles qui mettent carrément plus de soutien-gorge aujourd'hui et qui délaissent en fait, elles passent même pas du armature à quelque chose de plus confort, vu que ça n'existe pas trop, elles passent du armature à rien. Et en fait, c'est ces filles-là aujourd'hui à qui on plaît beaucoup parce qu'on leur présente justement quelque chose qui leur correspond, des produits qui sont ultra confort, parce que nous, c'est vraiment notre obsession première, c'est que quand on le porte, on n'est pas toute la journée besoin de remettre les bretelles, se sentir pas bien, l'enlever dès qu'on rentre chez soi. Là, il y a carrément… voilà. Nous, ça laisse pas de marque, c'est vraiment… nos modèles, ils sont ultra confortables. Et surtout, comme on travaille un tissu qui est… stretch, il est bi-stretch, ça s'appelle comme ça dans le jargon. En fait, il est stretch dans ce sens-là et dans ce sens-là, ce qui permet pour les ados de grandir avec leur poitrine. Donc comme ça, elles vont pouvoir le garder plus longtemps. Mais avec aussi les femmes, d'être ultra confort parce que tu peux bouger toute la journée avec, tu peux même aller au sport avec et t'es trop bien dedans.
C'est trop chouette. Voilà. Donc Ouais. aujourd'hui, ouais, effectivement, on a toujours les ados parce qu'elles ont besoin de nous. Ouais. Et puis après, on a quelque chose qui est en train de se lever sur les femmes et les millennials de la tranche du dessus, quoi. Puis j'imagine que tu devais aussi parler aux mamans. Oui, Parce tout à que fait. les ados, c'est pas toujours elles qui Exactement, ont ouais. le Ouais. dernier mot. Alors en fait, entre 10 et 13 ans, Ouais. ça va être la maman qui va proposer à sa fille, Ouais. qui va lui dire tiens, j'ai vu ça pour toi, qu'est-ce que t'en penses? Et en général, la fille écoute encore sa mère jusqu'à 13 ans. Ensuite, à partir de 13 ans, elle est au collège, elle va vouloir un ISPAC, elle va vouloir des Nike, elle va vouloir la dernière veste en jean portée par je sais pas qui. Et là, c'est elle qui va avoir vraiment le pouvoir de dire je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et où la mère, elle aura plus trop le choix. Il y a un moment, il va falloir Ouais. sortir la carte bleue pour offrir à sa fille les baskets qui feront qu'elle sera cool au collège. Et donc ça, c'est la phase d'après. Et ensuite, il y a la phase d'encore après où la fille va avoir sa propre carte bleue et son propre argent de poche à gérer. Et Ouais. donc, nous, on s'étale en fait sur tout ça. Donc, effectivement, on a dû beaucoup parler aussi à la maman. Et à force de parler à la maman, on a aussi des mamans qui portent nos sous-vêtements. Donc voilà. Ok, un peu avec le proverbe telle mère, telle fille. Ouais, c'est un peu ça. c'est- Bien que c'est un peu caché quand même. Enfin, nous, on n'a pas... on a des filles qui sont fières de nous dire « Ouais, ma mère, elle va en commander parce que je lui ai recommandé ». Ce qui est d'ailleurs assez rare. En général, c'est plutôt les grandes qui recommandent aux petites. Et là, on a les petites qui disent aux plus grandes « Vous devriez trop essayer, c'est génial, Minastorm ». Donc, c'est assez rigolo. Ouais, c'est vraiment que le produit plaît C'est ça. et que la communauté adore ce que vous faites, quoi. Ouais. C'est trop chouette. Ouais. Et du coup, c'est quoi tes objectifs et ta vision avec Minastorm? Alors, la vision avec Minastorm, déjà, c'est de garder bien notre univers, de ne pas partir dans des choses qui ne nous ressemblent plus. Donc, l'idée, c'est vraiment de construire une marque autour de nos 3 valeurs. Donc, il y a le côté très nature. Donc, on ne veut pas, par exemple, nos emballages ne sont pas en plastique, ils sont en carton. Donc, c'est quelque chose qu'on développe de manière générale dans tout. Les filles ne sont pas ultra maquillées dans les shootings. D'ailleurs, ce n'est pas des mannequins. Parler après, ouais. Ouais, si tu veux, on en reparlera après. Donc il y a le côté naturel, il y a le côté confiance en soi chez Minastorm. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on met en avant. Je ne sais pas si tu as vu sur l'Insta, on a tout le temps des citations inspirantes. On répond à tout le monde, on les aide. Parfois, il y a des filles qui nous écrivent même pour des sujets qui n'ont rien à voir avec la lingerie ou elles veulent juste un conseil un peu de grande sœur en fait, sur leurs problématiques d'ado, quoi. Ouais. Donc il y a un vrai côté confiance en soi, s'accepter, aller au bout de ses rêves en fait. Et nous, comme on a entrepris très très jeune en fait, on avait 23-24 ans quand on a lancé Minastorm avec Chloé. C'est vraiment quelque chose où on a envie de leur dire mais vous savez faire tellement de choses et prenez confiance en vous et lancez-vous en fait parce que vous allez faire des choses géniales mais il faut juste le déclic qui fait que ok c'est bon je crois en moi et je vais y aller. Donc ça c'est quelque chose qu'on pousse beaucoup. Et l'ambition. Donc voilà, l'ambition, parce qu'une fois qu'on a des rêves, c'est pas tout, mais il faut aussi viser assez haut, quoi. Et puis les poursuivre en se donnant tous les moyens possibles. Ok. Voilà. Donc Et du coup, ça, c'est les 3 valeurs qu'on veut vraiment appliquer à Minastorm dans le temps. ouais. Et donc après, pour l'instant, l'idée, c'est vraiment de rester sur de la lingerie parce que c'est notre produit, c'est là où on est très très forte pour l'instant. Mais on s'ouvre petit à petit à faire d'autres produits parce que le but, c'est vraiment de devenir une marque globale autour de ces valeurs et pas seulement uniquement une marque de lingerie. Je trouve ça hyper intéressant que tu aies commencé par ça, à dire les valeurs de ta boîte. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens, quand tu leur demandes la vision, tu vois, ça va être un objectif précis Ouais, ou du financier. chiffre d'affaires ou de compétition, tu vois. Et au Après, final, ce qui reste, c'est les valeurs de ta boîte, je trouve. ouais, Tu c'est vrai. vois, tu peux être le premier, le deuxième ou le troisième sur. C'est vrai. Mais ce qui compte, c'est les valeurs. Mm. Non, ouais, je voulais revenir sur un peu le compte Insta et ce que j'avais Ouais. vu. Moi, en tant que garçon, j'avais beaucoup aimé. Notamment une chose, c'était que, bah, tu le disais, c'est pas toujours des modèles ou c'est pas toujours des filles qui sont dans les clichés. Ouais. Et je trouve qu'il y a toujours des petits détails, un peu d'imperfection, Mm. de corps au naturel en fait. Ouais. J'ai le souvenir d'une photo qui était assez jolie, d'une fille très belle, mais qui avait plusieurs bleus, je crois, sur la cuisse. Et que ça, c'est une photo Ouais. assez récente. Ouais. Et puis, il y avait une autre photo où je me souviens où effectivement, c'était pas du tout les filles qu'on met en avant dans les pubs de lingerie. Mm. Et vous l'avez super bien maîtrisé parce que c'est beau et ça sort un peu des clichés, quoi. Ouais, en fait, effectivement, nos mannequins ne sont pas des mannequins. Donc, Ouais.
on ne veut pas du tout travailler avec des agences qui imposent des critères de beauté à leurs modèles. Donc, du coup, c'est un vrai challenge pour nous parce qu'il faut trouver des filles. Donc, on essaye de le faire dans notre communauté. Donc, parfois, c'est même des clientes qui posent pour nous. Et l'idée, c'est que, elles adhèrent à nos valeurs et qu'elles comprennent la démarche derrière. 2, qu'elles acceptent de poser en lingerie parce que, mine de rien, même si on est à l'aise dans son corps, c'est encore autre chose d'aller poser pour une marque. On va avoir ses photos quand même visibles sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est quand même quelque chose de compliqué. Donc, c'est un vrai challenge de trouver des filles qui acceptent en fait de se rallier à nous, mais on en trouve. Et l'idée, justement, c'est on ne voit pas leur corps avant de faire des shootings. Et ça, je pense qu'on est la seule marque de lingerie au monde qui doit faire ça. Mais vraiment, parce que si tu veux, la lingerie c'est hyper particulier, c'est censé, enfin les femmes voient quand même ça pour mettre en valeur leur poitrine et nous en fait on zappe complètement et on le fait exprès cette partie-là. Les filles on les rencontre, on leur parle et on voit en fait si elles adhèrent aux valeurs, on voit ce qu'elles dégagent et on les prend sur ça et on leur fait essayer les modèles mais on voit pas le corps avant. J'ai un souvenir de la dernière fille justement, celle dont tu parles qui avait un bleu sur la cuisse. Quand elle a essayé les modèles, elle l'a essayé par-dessus son collant. Donc, si tu veux, on ne voit pas leur corps vraiment avant. Ouais. Donc, c'est un peu la surprise le jour du shooting. Et c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant aussi parce que voilà, c'est notre ADN, quoi. Ouais, et donc, les filles qui posent pour nous, elles ont en général entre 16 et 23, 24 ans. Donc, on ne veut pas prendre des filles trop jeunes non plus parce qu'on trouverait ça peut-être un peu déplacé de faire poser des toutes jeunes en lingerie. Mais par contre, après, sur le moment du shooting, tu vois, on leur fait des make-up un peu guerrières, on ne va pas cacher tous les défauts. On a eu des filles qui avaient des cernes assez prononcées. Je n'ai pas du tout demandé à la maquilleuse de cacher les cernes. Celle qui avait un bleu sur la cuisse, la maquilleuse est venue tout de suite, elle m'a dit « Est-ce que tu veux que je le cache? Est-ce que tu l'enlèveras à la retouche » J'ai dit « Bah non, en fait, on ne retouche aucune de nos photos et on ne cache pas le bleu. Il est génial ce bleu, en fait. C'est elle aujourd'hui et c'est super, quoi. » Donc, on est vraiment engagés là-dedans et essayer de... En fait, on fait ressortir de ces filles-là leur personnalité et pas on leur crée... Je sais pas, parfois, tu vois des shootings où les filles, tu les reconnais même plus, tu vois, tellement elles ont été maquillées, coiffées. Nous, on les fait devenir Mina Storm, on les fait devenir guerrières, mais elles gardent leur ADN à elles, quoi. Ouais, mais ça se ressent vraiment. Et, cool. Et je pense que ça plaît, quoi, de sortir un peu de ces... Ouais, c'est quelque chose qui plaît beaucoup, mais qui n'est pas toujours compris. Ouais, bien sûr. Dans le sens où, là, récemment, donc, on va essayer de faire quelque chose dans l'autre sens pour contrebalancer, on a eu des gens qui nous ont dit, mais... Vous dites que vous êtes body positive, mais vous prenez en photo que des filles qui sont toutes fines et qui n'ont pas de poitrine, et nous, on ne se reconnaît pas. Et en fait, nous, effectivement, ça s'est fait comme ça, mais ce n'était pas un choix. Et du coup, on se rend compte qu'on va devoir se forcer à choisir des gens différents, dans le sens, pas uniquement celles qui viennent à nous et les choisir comme ça, mais aller nous sourcer, entre guillemets, des filles selon... Par exemple, voilà, on n'a jamais eu de photo où on avait une fille qui avait vraiment beaucoup de poitrine et on nous le demande. Donc il va falloir qu'on aille chercher des filles comme ça. Ok. Voilà. Et je vois dans ton univers, du coup, tu nous disais que tu étais très tournée vers les adolescentes au début. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu étais petite? Ouais. Je pense qu'effectivement, comment j'étais petite, ça a beaucoup influé sur ce qu'est Mina Storm aujourd'hui. Déjà, j'étais sage. J'étais vraiment la petite fille sage. Ouais, genre vraiment la petite fille sage. Je lisais beaucoup, je dessinais beaucoup, je créais beaucoup. Et j'avais tout le temps envie de créer des choses, donc, mais c'était très monoproduit. Donc par exemple, si j'allais dans les magasins et que je ne trouvais pas de jupe noire, je disais quand je serais grande, je créerais une marque de jupe noire. Ou une marque de chaussures bleues, ou enfin voilà. Donc il y avait toujours cette idée quand même de créer quelque chose et de créer une marque de prêt-à-porter en tout cas, ou de vêtements. Mais ça a été là depuis, je pense déjà à 8 ans, je disais je créerais cette marque parce que je trouve pas ça, je crée cette marque parce que je trouve pas ça. Mais c'était jamais réfléchi dans le sens où je savais pas du tout ce que ça impliquait, ce que ça voulait dire. Et je disais plus ça un peu sans trop savoir ce que je disais, quoi. Et... Après, à l'adolescence, c'était plus compliqué parce que justement, j'avais envie de m'affirmer, de dire qui j'étais et
Donc je faisais partie des gens qui s'habillaient bizarrement au collège et au lycée. Donc, genre, Ça veut dire quoi, bizarrement? j'avais des fausses dreads, j'étais très Japan culture, j'avais des Doc Martens colorés, des jupes voilà, en écossais. Enfin, du coup, j'étais un peu punk / gothique / hippie / Japan, je sais pas. Mais du coup, j'étais pas toujours hyper bien acceptée par tout le monde. Ouais. Mais ça me permettait de développer aussi mon univers et de me trouver. Donc aujourd'hui, je regrette pas de m'être habillée bizarrement pendant des années. Au contraire, je pense que ça a forgé des choses. Et ça a aussi forgé le fait d'avoir des œillères sur ce qu'on peut penser de moi. Voilà. Donc je pense que ça a pas mal joué. Et après, il y a toujours eu, quand j'étais petite, un vrai amour pour les animaux. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu et qu'on voit encore chez Minastorm aujourd'hui parce que tous les shootings qu'on fait, il y a des animaux. Donc il y a des loups, des biches, des cerfs, des fans, des serpents. On a eu des dragons là. Bientôt, il y aura des chevaux, gros spoiler pour ce qui arrive. Donc voilà, il y avait quand même tout cet univers-là, beaucoup de bouquins. Ouais. Voilà. Et tu disais que très jeune, tu avais eu cette envie de créer, tu avais vraiment l'envie de créer une boîte ou de monter une marque? En fait, je ne savais pas ce que c'était, créer une boîte. Donc vraiment, je pense que j'ai été un peu élevée dans un monde de bisounours, à mon avis. Dans le sens où, par exemple, j'ai découvert le sens du mot racisme après mes 18 ans, quoi. Je n'avais jamais réalisé. Enfin, vraiment, j'étais dans un petit village à la campagne, dans le 78. Donc, j'étais un peu dans un monde de bisounours. Et du coup, je ne savais pas trop ce que ça impliquait. Je ne savais pas trop ce que c'était les différents métiers, etc. Tout ce que je savais, c'est ce que j'aimais faire. Et moi, j'aimais créer des choses. Et j'aimais faire plein de choses différentes. Et en fait, cette idée de Minastorm, comme je l'ai eue très tôt, à 18 ans, je pense que je m'y serais jamais vraiment intéressée si à ce moment-là, mon père ne m'avait pas appelée. Donc il m'a dit, au fait, ton idée que tu as eue l'autre jour de lingerie pour les ados, je pense que tu devrais vraiment y réfléchir pendant tes études et comme ça, peut-être qu'à la fin de tes études, tu seras prête pour le lancer, quoi. Et sur le moment, je m'étais dit, ouais, enfin quand même, à la fin de mes études, j'aimerais bien peut-être travailler 5 ans quelque part pour apprendre, pour me lancer, etc. Mais c'était quand même dans ma tête. Et au début, inconsciemment, je suis allée faire des stages dans tous les domaines en fait, qui semblaient m'intéresser. Et finalement, je ne trouvais jamais ce qui me plaisait. Donc j'ai fait des stages depuis que j'ai 14 ans dans de la pub, de la photo, de la retouche photo, des banques d'images, c'était du culinaire. J'ai fait chez une petite créatrice de mode en Australie. Enfin, j'ai fait vraiment des stages dans tous les sens. T'as essayé plein de trucs, quoi. Ouais, j'ai vraiment essayé plein de trucs. Et à chaque fois, je me disais, ok, je voulais bosser dans la pub, finalement, ça me plaît pas. Je voulais faire ça, finalement, ça me plaît pas. Et en fait, je suis arrivée à peu près j'avais à mon avis 20 ans. Par là, 20-21, où là, je suis arrivée chez Jacques Genin, qui est un chocolatier de luxe parisien, qui est une petite maison familiale. Donc, ils avaient une boutique à Paris et ils vendent à tous les grands hôtels parisiens. Et donc, je suis rentrée chez eux en apprenti, parce qu'en fait, j'étais vendeuse chez eux le dimanche après-midi pour me faire des sous à côté de mes études. Et je ne trouvais pas d'apprentissage parce que, justement, les gens trouvaient que j'avais un parcours qui n'était pas cohérent parce que j'avais testé trop de choses. Et du coup, comme je trouvais rien, ils m'ont dit viens avec nous et nous, on va te faire plein de choses différentes, du coup. Et c'est là où j'ai compris que c'était vraiment ça que j'aimais, c'était faire plein de choses différentes. Parce que là-bas, je faisais du recrutement, du packaging, des vitrines, des photos. Je calculais les coûts des recettes. Je regardais les législations dans les pays étrangers pour voir comment on pouvait ouvrir des boutiques en Asie. Je faisais les plans d'ouverture des boutiques, donc tout ça avec la gérante, bien sûr. Mais je touchais à tout. Et là, je me suis dit, ok, ça, en fait, j'adore et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Avec un côté très artistique et en même temps très opérationnel sur toute la gestion d'une boîte au quotidien, quoi. Donc c'est là où j'ai vraiment compris que soit il faudrait que je travaille dans une petite structure et que j'ai du coup un job qui me permette de faire plein de choses, soit il allait falloir que je crée mon entreprise. Mais à ce moment-là, c'était pas encore fixé non plus. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement. Donc j'ai continué à faire des stages, des recherches. Et puis voilà. Puis à la fin de mes études, je me suis dit, en fait, je crois que je pourrais déjà me lancer là. Allons-y. Ok. Et voilà. Direct. Et donc à ce moment-là, en fait, j'étais
assez sûre de moi sur le côté créatif. Par contre, sur Ouais. le côté financier, c'est pas mon truc. Alors, clairement, si tu veux, mon premier partiel de maths à Dauphine, j'ai eu 0,5. Donc voilà, c'est pas mon truc du tout les maths. Et je savais que j'avais pas non plus envie de faire l'aventure toute seule parce que je voyais bien que parfois je me posais des questions et quand tu te les poses tout seul, ça tourne un peu en rond. Ouais. Et donc, soit je demandais à des amis, soit je demandais à mes parents de me refléter un peu la balle, quoi, enfin de me renvoyer la balle. Ouais. Et en fait, à chaque fois, je devais tout leur raconter, leur expliquer le cheminement. Et je me disais, ça serait bien quand même d'avoir quelqu'un avec moi au quotidien et avec qui je partage les mêmes valeurs et qui a envie de développer la boîte comme moi. Et donc, c'est là où j'ai lancé un SOS à mes copines qui étaient en finance à Dauphine. Et donc, que je me suis... Enfin, Chloé donc, était une amie de Dauphine. Et donc, on a commencé à travailler ensemble sur ça. Donc, elle, au début, c'était pas dans le but de s'associer, c'était dans le but de voir un petit peu comment ça se passait, une start-up. Et de voir un peu l'univers, comment on créait, etc. Parce qu'elle, elle avait fait plutôt de la FUSAC, donc plutôt l'autre côté, quoi. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on travaillait super bien ensemble, qu'on était hyper complémentaires, en fait, parce que elle allait m'apporter tout le côté très structuré que moi, j'ai pas. Et moi, j'allais apporter le côté plus artistique. Et donc, au fur et à mesure, on a décidé de s'associer. Et aujourd'hui, on travaille ensemble depuis maintenant 2 ans et demi, quoi. Ok. Voilà. C'est chouette parce que ça me fait penser un peu à l'histoire que j'ai avec Antoine. Okay. Tu vois, on a juste essayé de travailler ensemble. Ouais. Puis on s'est rendu compte que ça marchait bien, tu vois. Ouais. Et on entend souvent comment trouver son associé, les 5 conseils et tout. Et finalement, il faut juste essayer de travailler avec les gens et tu le sens tout de suite. Ouais, tu vois, si ça match. Ça match pas. Mm. Donc c'est une petite histoire d'amour qui dure depuis 2 ans et demi. Voilà. Ouais. Et du coup, tu n'avais pas peut-être un copain pour t'épauler aussi au début de l'histoire? Alors j'étais avec quelqu'un et je ne suis plus avec cette personne maintenant. Donc là, je suis avec Thomas depuis 1 an et ça se passe trop bien, c'est génial, chouette. On développe plein de choses ensemble. Lui aussi, du coup, il s'inspire un peu de ce que je fais avec Minastorm pour créer, lui aussi, il crée sa chaîne YouTube de coiffure en fait. Ok, voilà. Trop Donc cool. Lui, il est coiffeur et voilà. Trop marrant, tu l'as rencontré comment du coup? Et il me coupait les cheveux. Il me coupe les cheveux depuis que j'ai 17 ans. Donc en fait, je le connais depuis très très longtemps. Et voilà, on s'est rencontrés comme ça. Et puis la vie nous a remis ensemble récemment. Trop original comme ça, trop belle. C'est rigolo. Et du coup, vous connaissez depuis un moment quoi. Ouais, donc on se connaissait depuis un moment. On parlait de bouquins à chaque fois qui me coupaient 10 cm de cheveux. Et puis un jour, on était tous les deux dans des phases pas très simple de notre vie et puis on a repris contact et voilà. Et depuis, tout se passe bien. Et depuis c'est le big love. Ok, trop cool. C'est vraiment sympa. Et t'as des amis qui utilisent des applications de rencontres? Ouais, bien sûr, j'en ai plein. J'ai plein d'amis qui en utilisent. J'en ai moi utilisé quand j'avais genre 18-20 ans, je pense. Je trouve ça un peu... Alors, il y en a plein qui ont trouvé des gens avec qui ils sont restés hyper longtemps, donc je pense qu'il y a en effet des moyens que ça matche, quoi. Et c'est un bon moyen de rencontrer des gens quand, à mon avis, tu n'es plus étudiant et que tu sais plus trop comment rencontrer des gens, à part les gens de ton travail, et s'ils te plaisent pas, tu es un peu bloqué, quoi. Mais je trouve que c'est beaucoup de rencontres qui matchent pas pour peut-être éventuellement une qui va matcher. C'est-à-dire que c'est tellement... je sais pas, t'en sais pas assez sur la personne en fait, avec les applis. Ouais. Donc, pas t'en sais pas assez dans le sens où t'as envie de savoir plus parce que ça tu peux le découvrir après, mais juste les infos qu'on te donne, elles sont pas pertinentes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre en vrai, tu vois, savoir que la personne fait 1m76 et qu'il est blond et qu'elle mange des frites ou j'en sais rien. Tu vois, c'est pas ça qui va faire que tu vas avoir un coup de cœur ou quoi. Tu vas craquer peut-être sur une photo, mais ça va peut-être rien donner parce qu'en fait, derrière, c'est tout ce que t'es qui va faire que ça va matcher ou pas, quoi. Ouais, vraiment, ouais. Du coup, voilà. Moi, je sais que j'avais vite fait... Enfin, j'étais sur des applis à un moment, mais en fait, je le faisais plus pour rigoler. Et je crois que j'ai fait une fois un rendez-vous et c'est tout. Mais voilà, j'ai jamais franchi le cap, quoi. mais ouais, non, c'est marrant parce que ce que tu dis, parce qu'il y a de moins en moins d'infos, je trouve, sur les apps. Ouais, c'est vraiment la photo, quoi. Et c'est trop dur de juger, quoi. Et puis tu le sais, tu fais de la photo, tu peux modifier des petits trucs, tu peux changer, tu peux créer un univers. Ouais. Et
Et autant tu peux créer ton univers, mais tu peux aussi créer un univers à côté ou qui ne te correspond pas, tu vois. Ouais. Ou poster des photos très très anciennes. Par exemple. Mais c'est pas trop notre génération encore qu'à ce problème-là, Ouais, c'est vrai. mais effectivement, on a connu ça chez Abrico. Je sais pas si tu sais, mais dans chacune de nos interviews, on pose des petites questions un peu rigolotes pour terminer. Est-ce que ça te dit de participer? Je te les fais dans l'ordre. Vas-y. C'est quoi ta prochaine destination de voyage? Alors, c'est pas très très loin, parce que du coup, je suis entrepreneur, donc j'ai pas beaucoup de moyens. Je pars à Deauville. Je pars à Deauville le 19 juin. Justement avec mon copain pour se faire une petite journée à la plage tranquille pour genre relaxer un peu, baisser la tension de tout ce travail qu'on a et se détendre un peu devant la mer. Ouais, voilà. T'as raison. La mer et l'océan, ça fait un bien fou. Voilà. À quoi remonte ton dernier fou rire? Alors, justement, hier j'ai eu une soirée qui était alors sur un thème improbable, c'était Space Pizza Cat. Et il faut savoir que moi, du coup, je pense que tu l'as compris avec Minassar, j'adore les déguisements. Donc c'est vraiment un truc, ma grand-mère était couturière, donc tout ce qui est costume, ça fait partie de ma vie depuis mon plus jeune âge. Et en fait, je me suis retrouvée à 20h avec pas de costume. Et moi, ça me fait beaucoup de mal de ne pas avoir de costume pour une soirée costumée. Et donc, en fait, j'avais juste pas eu le temps, quoi. Donc, je suis sortie de ma journée de boulot et je me suis dit, je fais quoi? J'ai pas le temps et le thème, il est quand même pas simple. Ouais. Et en fait, je sais pas, j'ai eu une idée. Je me suis dit, je vais imprimer des pizzas sur du A3 et je vais m'en faire des accessoires. Et en fait, je me suis rendu compte que du coup, j'étais partie du bureau, donc j'avais plus accès à l'imprimante. Et je me suis dit, ok, il est 20h30, où est-ce que je peux trouver une imprimante A3 à cette heure-là? Et le premier truc qui m'est venu, c'est au boulot de mon père, dans sa tour à la Défense. Et donc, je suis allée à 21h au 30e étage de la tour Cœur Défense, imprimer des A3 de pizza. Donc, faut surtout pas que ça se sache sur les imprimantes du bureau de mon père. Donc, c'était assez drôle parce que c'était complètement improbable. Je voyais mon père en train de cliquer pour imprimer des trucs de pizza. Et il n'y avait personne dans le bureau. Enfin, c'était assez rigolo, quoi. Et donc, on a bien rigolé. Je pense que c'est un des souvenirs qui marque, tu vois. Ouais, carrément. Tout ça pour une soirée Space Pizza Cat. Ouais. Trop cool. Mais du coup, j'allais te demander où est-ce qu'on peut sortir pour te rencontrer en soirée Space Pizza Cat. Alors, en soirée Space Pizza Cat, alors je sors plus des masses parce que j'avoue que en fait, je suis tellement... bon, je suis pas non plus épuisée, mais je suis fatiguée. Du coup, le soir... j'arrive plus à sortir, quoi. Ça fait longtemps que je suis pas allée en boîte et tout. Donc je sors de temps en temps, mais c'est rare. Par contre, je suis très souvent dans des restos. Donc je cuisine presque pas, je suis tout le temps dans des restos. Donc je suis très souvent dans un resto de fruits de mer à République. Je suis très souvent aussi dans le métro. Donc voilà. Donc en fait, pour me trouver, il faut voguer un peu dans Paris. Je marche beaucoup aussi dans Paris, donc c'est plutôt ça. Trouver des petits endroits sympas. Il faut marcher, ouais. Ouais, voilà. Est-ce que tu te souviens de ton premier baiser? C'était au collège. Alors je sais qu'il y en a plein, c'était genre à la maternelle. Moi, c'était hyper tard en fait. C'était au collège. Je crois qu'il s'appelait François. Il était roux, il avait les cheveux longs. Et c'était son meilleur pote qui nous avait maqués ensemble. Et en fait, on n'avait rien en commun. Mais voilà, c'était mon premier copain et donc mon premier smack. Le fameux premier smack. Ouais. Est-ce que tu as une super-héroïne ou un super-héros? Ouais. Je crois que ouais. Hein. Ouais, j'en ai plein en fait. Et du coup, c'est dur d'en choisir qu'un. Tu peux en dire autant que tu veux. En vrai, j'en ai des tonnes. Mais je pense que là, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle... en fait, c'est toute une saga, il y en a 19. Je suis en train de lire le 19e. C'est les bouquins de Robin Hood. Ça s'appelle L'Assassin Royal. Ouais. Et donc... alors, ceux qui lisent la série, il ne faut surtout pas qu'ils écoutent les 2 prochaines minutes. Parce que du coup, c'est un énorme spoiler. Mais en gros, donc, le héros du livre, on l'accompagne pendant les 19 bouquins. Et il y a une fille. Et là, pendant ce dernier bouquin, la fille, c'est juste
super badass alors qu'elle a peut-être 8 ans et elle est incroyable et je me dis purée si j'avais ces pouvoirs là. Donc en ce moment mon modèle c'est plutôt cette petite fille là qui a en fait il a une espèce de magie qui permet de communiquer par la pensée et qui permet aussi de manipuler un peu les esprits donc elle est assez dingue. Donc en ce moment mon modèle c'est elle mais ça change pas mal au fur et à mesure de je crois que c'est vis. la réponse la plus originale qu'on ait eue de toutes les interviews. Ok. Cool. Et une question qui ressemble un peu, si tu pouvais dîner ou aller au resto avec une personnalité célèbre de ton choix. Bah du coup avec Robin Hobb, l'écrivaine de cette saison, enfin de cette série. En fait je dis série parce que je le vois tellement bien en série mais c'est des livres donc c'est vraiment une saga. Et en fait moi j'étais restée sur Harry Potter comme étant un de mes livres préférés parce que vraiment j'avais adhéré à fond à l'univers. Puis j'avais le même âge aussi, j'étais pile à l'âge de Harry Potter chaque année où elle sortait un bouquin donc ça matchait ultra bien. Mais là, ce livre-là, il a dépassé Harry Potter de très loin. D'ailleurs, c'est mon copain qui me l'a recommandé. Donc j'ai lu le premier il y a 1 an et donc je me suis fait les 19 là dans l'année. Ah, tu lis beaucoup. Et ouais, du coup je lis beaucoup. et juste c'est absolument incroyable. Enfin, en fait l'univers il est très fantasy mais en même temps pas fantasy genre inaccessible et too much. Parfois tu as des romans de fantasy, tu te dis voilà c'est un peu trop, un peu too much quoi. Et là en fait c'est absolument génial. Enfin je le recommande à tout le monde. Je l'ai recommandé d'ailleurs à plein de gens qui n'étaient pas forcément des fans de fantasy et qui adhèrent à fond et qui en sont déjà genre au 8e et tout. Donc, hyper addictif. Ouais, hyper addictif. Et justement, Robin Hobb, l'écrivaine, je l'ai ratée au Salon du Livre là il y a quelques mois et j'aurais adoré la rencontrer parce que je pense que c'est quelqu'un qui a un imaginaire incroyable et moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup, les univers, comme tu as pu comprendre. Et du coup, j'aurais adoré en fait, comprendre un petit peu quelle est sa démarche pour écrire, pour créer en fait, tout ça et comment elle fait pour aller autant dans le détail. Et, c'est, à mon avis, quelqu'un de formidable. Quoi. Ok, trop chouette. Trop chouette. Est-ce qu'il y a un grand moment de l'histoire que tu aurais aimé vivre ? Question trop difficile. Alors, faut savoir que je suis une quiche absolue en histoire, depuis toujours. Mais par contre, ouais, un peu, je pense, ou dans le futur / dans les rêves. Mais il y a un truc qui m'a toujours intriguée, c'est les pyramides. En fait, alors il y a des documentaires, tu sais, il y a toujours un peu des documentaires un peu bizarres sur les trucs bizarres du monde, quoi. Et j'ai vu un jour un documentaire qui explique qu'il y a un énorme mystère sur les pyramides parce qu'on ne sait pas comment elles ont été construites. C'est-à-dire qu'il y a une histoire sur le fait que les rochers, les blocs étaient tellement lourds que ça n'a pas pu être construit dans le temps qu'on donne à cette période-là, ça n'a pas pu être construit par les moyens qu'on leur donne. Et du coup, j'aurais aimé voir à ce moment-là comment ils ont fait, en fait. Et est-ce que, du coup, ils avaient une technique particulière ? Est-ce qu'ils avaient, je déconne complètement, mais est-ce qu'ils avaient genre un super pouvoir qui leur permettait de déplacer les blocs ? J'en sais rien. Mais en gros, ouais, c'est hyper intriguant. Enfin, ce reportage, il vaut le coup d'être vu parce que tu sors de là et tu te dis waouh, bizarre, j'aimerais bien la réponse à cette question. Donc voilà. Je suis un grand fan de Cléopâtre, donc si tu veux, je te donnerai la réponse. Génial. Juste après. C'est la dernière question. Ouais. Et on en parlait tout à l'heure. C'est qui là ou les prochaines femmes que tu souhaiterais voir dans une interview à Oreco ? Ok. Et bah du coup, Pauline Léniaud de Géniaux, qu'on l'a rencontrée récemment pour un café. Elle est vraiment géniale. Elle est hyper inspirante. Elle est en plus hyper posée et claire. Donc moi, c'est quelque chose que je trouve génial chez elle. Je pense que le fait qu'elle fasse des podcasts, c'est aussi lié à sa personnalité. C'est génial. Ces podcasts, ils sont top. Ses questions sont toujours super pertinentes. Tu apprends beaucoup de choses. Elle va assez loin en fait, dans ce qu'elle demande aux gens. Ouais, et je pense que ça pourrait être très cool si je vous la présentais pour une future interview. L'univers de l'interview, carrément, c'est clair. Merci beaucoup de rien. D'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin ? Un petit mot pour tous les entrepreneurs au sens large, pas uniquement les femmes, parce que souvent on demande est-ce que vous avez un conseil pour les femmes entrepreneurs ? En fait, c'est le même conseil qu'on donnera à tout le monde. Parce que nous, on est en train de le vivre en ce moment, donc je pense que ça peut peut-être aider.
on rencontre beaucoup de gens quand on est entrepreneur, beaucoup de gens qui vont nous donner leur avis sur ce qu'on fait, des avis positifs, négatifs, super constructifs ou pas. Mais beaucoup de choses, beaucoup d'infos en fait qui viennent se greffer à ce qu'on fait. Et parfois c'est difficile de faire la part des choses entre ce qu'on doit garder ou pas, à quel point on doit être flexible ou pas, et juste de jamais perdre sa voix dans tous les conseils qu'on peut recevoir. Ce serait un très beau mot de la fin. Merci beaucoup. De rien. Salut. Bye.